Bonjour à tous, chers amis, soyez les bienvenus dans le 21e épisode d'Ethos Podcast, l'éloquence des leaders. Aujourd'hui, je suis accompagné par Sophie Yannikopoulos, qui est la directrice générale d'Adobe France. Bonjour Sophie. Bonjour. Comme d'habitude, première question pour tous mes invités. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire ? Alors, je vais raconter mon histoire. J'ai aujourd'hui 48 ans et je vis à Paris, mais je ne suis pas une Parisienne. Je suis née dans le sud de la France. Et puis, j'ai grandi dans une famille plutôt privilégiée, de parents médecins de campagne. Mais j'avais comme profil d'être plutôt ambitieuse, puisque j'ai découvert, ou plutôt je me suis rappelé qu'à l'âge de 8 ans, j'avais écrit une rédaction sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et j'avais écrit je voudrais être présidente de la République. Et finalement, je me dis, et j'y pensais encore tout à l'heure, je me disais, en fait, à cette époque-là, je ne savais pas que le mot CEO existait. Sinon, je pense que j'aurais écrit, en fait, je voudrais être CEO. Okay. Et puis tout ça, ensuite, cette ambition, elle s'est, pour plein de raisons d'histoire de la vie, elle s'est pas forcément développée, parce que c'est pas très joli d'être ambitieux quand on est une femme. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on qualifie en général les femmes. On va pouvoir dire qu'elles sont puissantes, qu'elles ont du caractère, mais on ne dit pas forcément qu'elles sont ambitieuses. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que c'est bien d'assumer. Donc, quand je raconte mon histoire, de dire que je suis une personne ambitieuse, qui me suis donné les moyens d'avancer petit à petit, quitter le sud de la France, parce qu'effectivement, on est quand même dans un pays qui est très Paris-centrique. Et pour faire carrière, comme on dit, il faut monter à la capitale. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déménagé du sud de la France il y a 13 ans. Et donc, ça fait 13 ans que je vis à Paris. Et aujourd'hui, je suis directrice générale. Donc, je ne suis pas encore CEO, mais presque, d'Adobe en France. Ok. Adobe, c'est quand même un nom qu'on connaît tous. Moi, j'ai pensé au PDF la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est Adobe ? Qu'est-ce que vous faites ? Et qu'est-ce que vous vendez en fait ? Alors, pour que tout le monde comprenne, Adobe, c'est une entreprise qui est assez vieille puisqu'elle a 40 ans. Et elle est née d'un programme qui permettait de pouvoir imprimer les documents. Ça paraît comme ça hallucinant. Mais en fait, avant, pour qu'un ordinateur puisse imprimer et parler avec une imprimante, il fallait un programme qui s'appelait le PostScript. Et c'est ce qu'a créé Adobe, c'est ce qui a fait naître Adobe dans le monde de la tech. Et puis après, il y a eu des étapes. Il y a eu effectivement PDF, qui a été donné au domaine public. Aujourd'hui, c'est gratuit d'utiliser PDF. Donc, derrière, c'est un logiciel qui s'appelle Acrobat, comme Acrobat Reader. Et donc ça a été une période aussi importante pour Adobe, qui a évolué ensuite dans le monde du web, avec l'arrivée du Flash. À l'époque, Samuel, je te le dis, parce que je pense que tu t'en souviens pas, mais pour regarder une vidéo sur Internet, il fallait un logiciel qui s'appelait le Flash. Bref, tout ça pour raconter l'histoire d'Adobe. Et puis, effectivement, il y a un logiciel qui est aujourd'hui très représentatif du marché d'Adobe, c'est Photoshop. Là, pour le coup, je pense que tu connais. Ouais. Et donc, Photoshop, c'est complètement démocratisé dans le monde des créateurs, des designers, et tout un ensemble de logiciels de création. Donc, on est devenus des super experts de la création de contenu, ce qui est hyper tendance en 2025 quand on parle de contenu. Et puis après, il faut savoir qu'Adobe s'est transformé et a eu plusieurs vagues de transformation. J'ai fait exprès de raconter cette histoire un peu ancienne. Pourquoi ? Parce que ce que je trouve remarquable chez Adobe, c'est que c'est une entreprise qui a su à chaque fois se transformer. Je vais en parler par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui sur l'IA générative, les agents, puisqu'on parle d'agents maintenant, de l'année agentique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu lire dans la presse. Non. Mais globalement, ce qui est intéressant à retenir, c'est que donc Adobe vendait des logiciels comme Acrobat, PDF ou Photoshop via des distributeurs. Donc par exemple, très connu en France, qui est la Fnac. Et donc, à l'époque, il y avait des CD-ROM. Et puis est arrivé le cloud dans les années 2010, 2012. Et Adobe n'étant pas née dans le cloud, c'est pas une entreprise qui est comme ça, digital native, elle a vraiment dû s'adapter au marché et donc se dire, OK, j'ai un problème, je connais pas mes clients, puisque ce sont mes partenaires qui les connaissent, puisqu'on est intermédiaire, on a des revendeurs entre nous. Et finalement, j'aimerais connaître un peu mieux mes clients.
Et pour ça, ils ont créé en fait adobe.com, donc le site e-commerce d'Adobe, qui fait aujourd'hui 65% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et en fait, grâce à ça, Adobe est passé de 4 milliards à 22 milliards en 10 ans, ce qui est juste énorme. Et puis là, depuis 2 ans, il y a une nouvelle vague, donc après le cloud, cette digitalisation qui a amené les clients à acheter donc, leur logiciel sur Internet. Il y a eu ce qu'on appelle effectivement l'arrivée de l'IA générative. Et là, Adobe a encore eu un nouveau, on va dire un nouveau virage pour créer ce propre IA générative de contenu, puisque le principe d'Adobe, c'est d'être des experts, encore une fois, de la création de contenu, avec une solution qui s'appelle Firefly. Et là, on voit arriver depuis donc 2-3 mois une notion d'agent, c'est-à-dire des personnes, on n'a plus besoin de prompter, finalement, c'est l'agent qui va lui-même te proposer des choses à faire grâce à l'IA générative, parce que plus ça va, plus il te connaît, plus il se considère comme ton compagnon. Et donc, tu n'as même plus à faire ce que tu fais aujourd'hui sur ChatGPT ou sur un autre moteur d'IA générative pour être plus productif et efficient. Tout ça pour dire que c'est une entreprise qui s'est énormément transformée. Et en fait, pour le faire, elle s'est vraiment basée sur un fondamental qui est l'humain. Et de dire, c'est en mettant l'humain au centre de mes priorités, en mettant en avant l'importance de la diversité, de l'inclusion, parce que dans le monde créatif, il faut absolument de l'inclusion et être représentatif de toute la population, que l'entreprise s'est transformée à chaque fois sur des vagues successives. Donc, est-ce que là, elle va réussir le nouveau, on va dire le nouveau shift encore qu'il faut opérer maintenant autour de l'IA générative? Potentiellement, on voit bien l'évolution du modèle qu'on appelle le SaaS, le Software as a Service, vers encore un nouveau modèle de consommation. Je ne sais pas. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des entreprises comme ça qui savent à chaque fois se renouveler et qui se renouvellent grâce à leurs équipes. Passionnant. Sophie, j'ai envie qu'on refocus un tout petit peu sur toi. En fait, j'ai dit à mes copains que j'allais recevoir la directrice générale d'Adobe sur ce podcast. Ils m'ont dit, il faut que tu lui parles d'IA générative et du lien avec la créativité. Mais il y en avait plein qui étaient aussi intéressés de savoir ce qui se passe dans la tête d'une directrice générale, qui ça peut être, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Donc, si tu veux bien, je te propose qu'on rembobine un tout petit peu. Et j'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que tu as écrit présidente de la République dans cette dissertation? Et finalement, pourquoi tant d'énergie dans le travail? Quand on regarde ta carrière aujourd'hui, on se dit que tu as dû sacrément bosser. Pourquoi est-ce que tu as mis autant d'énergie là-dedans? Je pense que j'ai la chance d'avoir une énergie vitale naturelle. C'est-à-dire que, et en vieillissant, je me rends compte que c'est pas finalement donné à tout le monde d'avoir cette énergie. Donc déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir un corps qui fonctionne, une tête qui fonctionne très bien et une énergie naturellement qui est déjà de bon niveau. Et puis après, le sujet de l'énergie, il a été vraiment important dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la première chose que souvent les gens disent quand ils parlent de moi, c'est Sophie, elle a une immense énergie, elle a une énorme énergie, je ne sais pas comment elle fait. Elle arrive le lundi matin, elle a la pêche, elle sourit, il n'y a rien qui la dérange. Et ça, je pense que ça a été une énorme force pour ensuite arriver là où je suis, c'est-à-dire de voir que c'était possible de passer les étapes, que ça nécessitait du travail, ça nécessitait aussi d'accepter des échecs, parce qu'en fait, quand on veut évoluer dans une fonction, eh bien, en général, ça ne marche pas du premier coup. C'est souvent ce que je dis quand je suis interviewée sur des conférences par des personnes qui me demandent comment ça s'est passé. Je leur dis toujours que non, ça n'arrive pas comme ça. Quand j'ai décidé J'étais commerciale pendant très longtemps. Quand j'ai décidé de ne plus être commerciale, mais d'être manager de commerciaux, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à avoir ce job de manager de commerciaux. Donc, c'était pas acquis. En revanche, j'ai travaillé. Et je suis pas quelqu'un d'acharné au travail au sens persévérante. Je suis très promoteur. Je sais pas si tu connais la notion de process. Non, explique-moi. Il y a des outils de coaching qui sont pas mal utilisés par des dirigeants et par des coachs pour un peu nous mettre dans des cases. Et comme j'aime pas mettre des gens dans les cases, je le situe pas, mais en école de commerce ou en école d'ingénieur, on nous forme sur quelques outils comme le MBTI. Et donc, il y en a un autre, celui dont je parlais, c'est la ProcessCom. Okay.
globalement, on explique qu'il y a 6 types de personnalités. Et on a une base, c'est-à-dire ce qu'on est naturellement. Et ensuite, on a des phases, c'est-à-dire une phase dans laquelle on est EST, hein, pas NAIT, et qui peut évoluer en fonction des moments de vie ou des événements tragiques ou pas qu'on peut connaître. Parce qu'on a tous dans notre vie des événements tragiques qui peuvent arriver. Et en fait, moi, j'ai une base empathique. Donc, c'est ce qui fait d'abord mon socle. Quand on m'associe aussi beaucoup au care, c'est-à-dire à quelqu'un qui prend soin des gens. Mais ensuite, j'ai une phase, et je reste dans cette phase pour l'instant, de promoteur. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va être persévérant dans le fait de travailler. Je ne suis pas une taiseuse. Par contre, je suis une promotrice. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller de l'avant et j'ai envie de passer les étapes. Et je crois que c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui fait que je mets autant d'énergie dans mon travail. Ce qui est intéressant de préciser quand même, c'est que Sophie a fait un DU de coaching à HEC, n'est-ce pas? Et je sais pas, je trouve ça particulier, je trouve ça différenciant d'avoir un manager coach. C'est très à la mode et je trouve que c'est juste. On va parler d'ailleurs du management et du leadership dans ce podcast parce que je pense qu'il est en train de changer. Et c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir dans ce podcast, c'est pour envoyer un message de est-ce que les managers doivent vraiment être hyper forts, imperturbables, mystérieux, à distance, etc. Ben, je sais pas. Et je crois que la nouvelle génération a envie de tout autre chose. Donc on va en parler. Mais quand je t'ai rencontré, Sophie, du coup, tu m'as dit que tu avais un parcours de sales type bulldozer. Tu étais la directrice commerciale, tu allais à fond, tu avais vraiment focus résultat. Et tu as dû basculer dans autre chose qui est le management avec, comme tu viens de le dire, une logique un peu care. Comment est-ce que tu fais pour concilier la performance et la bienveillance? Alors, le côté bulldozer, c'est quelque chose c'est un peu lié avec ce que je disais avant. Tu vois, le côté promoteur qui ose. À l'époque, la caricature type du promoteur, c'était Bernard Tapie. Je ne sais pas si tu as vu la série avec Laurent Lafitte. Bon, j'aime pas trop me représenter comme Bernard Tapie, mais c'est ça. C'est-à-dire que si je veux quelque chose, si je veux parler à un client, en fait, j'ose. Au pire, j'aurai un non. En fait, ça a toujours été mon moteur. Donc ça, c'est mon côté un peu bulldozer sales. Et effectivement, j'avais et j'ai toujours une partie de moi qui est beaucoup dans le fait d'aimer les autres et d'aimer tout le monde. Et comme j'ai fait un énorme travail sur moi, j'ai toujours été en thérapie, c'est-à-dire au sens développement personnel. À un moment, vers 30 ans, je me suis dit... en fait, le sens de ma vie, c'est pas d'être commercial et de vendre et de gagner de l'argent. En fait, ça, c'est pas ce que j'ai envie de représenter. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre soin des gens. Et finalement, j'ai raté ma vie. J'aurais dû être médecin, comme mes parents. À part que recommencer des études de médecine à 30 ans, j'avais déjà 2 enfants, j'étais mariée, c'était pas trop possible. Et en discutant avec une de mes thérapeutes, elle m'a dit: mais pourquoi tu crois pas que tu peux prendre soin des gens sans être médecin? Et en fait, la graine a pris jusqu'à ce que je trouve cette formation de coach, donc effectivement à HEC, dans un programme d'executive education, et que j'ai rejoint. Et sans trop savoir en fait ce que j'allais apprendre, en fait, j'ai énormément appris, surtout sur moi, parce que quand on fait une formation pour être coach, on est le premier cobaye. Donc pendant 1 an, on utilise tous les outils que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et à la fin de cette formation, on doit écrire un mémoire. Et le mémoire, justement, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie d'être coach parce que j'ai quand même besoin de cette adrénaline, de ce côté promoteur que j'ai. Et donc, finalement, ce que j'aimerais, c'est être un dirigeant coach. Et c'est plus exécutive coaching, mais effectivement inversé, quoi. Coach de dirigeant, non, finalement, je vais être un dirigeant coach. Ok. Et donc, ça a été un peu la résultante de ça. Et il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que c'était une année incroyable pour moi parce que souvent, on me demande s'il y a eu un avant-après. Et je peux dire qu'il y a eu un avant-après pour plein de raisons. Parce que cette année-là, donc, je vivais à Aix-en-Provence. Mon père est mort. Je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. Et un lundi par mois, parce que c'était 1 semaine par mois la formation pendant 12 mois, je prenais l'avion le matin à 6h du matin. De Marseille, j'arrivais à Paris. J'allais à Jouy-en-Josas. Je passais la semaine sur place.
La journée, j'étais en formation et ça remue, une formation de coaching parce qu'on va chercher tout ce qu'on est. Le soir, je devais compenser mon rôle de commercial et traiter tous les mails que j'avais reçus, répondre, etc. Et le vendredi, le soir, je rentrais. Et là, il y avait mon mari qui était exténué parce que mes enfants, ils avaient 4 et 6 ans à l'époque. Et donc, j'étais enceinte aussi. Et il me disait, là, c'est bon, tiens, c'est ton tour. Et je me disais, mais si je devais refaire cette année-là, je ne sais pas si je serais capable. Mais en fait, c'est une année qui a complètement fait évoluer ma carrière après. Comment tu prends soin aujourd'hui des collaborateurs d'Adobe ? Je pense que c'est pas que des collaborateurs, déjà. Je pense que je prends soin de mes collaborateurs, mais je prends soin aussi de mes clients. Ouais. Je prends soin de mes partenaires. J'ai vraiment créé une relation singulière avec chacune des personnes avec qui j'interagis. Je prends soin de toi. C'est pas, tu vois, c'est pas juste mes collaborateurs. Ça va plus loin que ça aujourd'hui. Mais finalement, je pense que dans le fait de prendre soin, il y a vraiment de l'intensité dans la relation que j'ai envie de créer. Et qui que ce soit la personne. Et cette intensité-là qui fait que la relation entre Samuel et Sophie, elle restera toujours singulière, en fait. Est-ce que tu penses que ça ressemble à ça, un nouveau leader ? C'est quelqu'un qui est capable de mettre l'armure au vestiaire et d'accepter une part de sensibilité, en fait. Là, dans ce que tu me racontes, c'est atypique quand même des leaders comme toi. Est-ce que tu penses que le futur, c'est quoi le futur du leadership selon toi ? Il faut savoir que à chaque fois que j'ai eu à faire des formations dans les entreprises américaines tech dans lesquelles je travaille depuis plus de 20 ans, systématiquement, les formations de leadership, c'est sur accueillir ses vulnérabilités, oser les exposer, comment créer un sentiment de confiance avec son équipe. Justement, c'est pas le côté que tu évoquais, le manager fort tel qu'on l'imaginait dans les années 80. On est vraiment tous... alors malheureusement, j'ai que d'une expérience dans les entreprises américaines. Mais dans les entreprises américaines, pourtant, on considère quand même ces boîtes-là comme des bulldozers de la vente, de la réussite, l'argent avant tout. Enfin, les US, c'est quand même la culture, c'est la culture de l'argent. Eh bien, la formation pour les leaders, c'est systématiquement autour de la connaissance de soi et de la capacité à oser montrer qui on est et oser montrer qui on est dans sa globalité. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on crée du followership. Et toute la notion de management, de management positif, au sens leadership positif, et qui aujourd'hui, que moi j'ai traduit par leadership de cœur, ça vient. Il y a aussi un professeur à Harvard aujourd'hui qui donne des cours de leadership positif et de leadership de cœur. Donc, c'est quelque chose qui existe. Après, ça nécessite que c'est pas tant la formation qui va faire que ça va changer, c'est la capacité de chacun à faire ce développement personnel, à faire ce travail sur lui-même pour essayer déjà d'avancer, de comprendre comment je fonctionne, quels sont les moments de ma vie qui m'ont bousculé, qui m'ont transformé. Et puis, et ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si c'est très féminin, parce que souvent, pendant très longtemps, on disait les femmes sont plus intéressées par le développement personnel, par les livres de développement personnel. Les femmes vont plus souvent chez le psy que les hommes. Mais moi, je pense que c'est en train d'évoluer. Enfin, moi, je vois mon mari, il fait partie de ceux qui ont fait ce travail sur lui. Et je vois de plus en plus d'hommes des générations plus jeunes qui le font aussi. Donc, je suis assez confiante sur le fait que ce travail, que ce côté développement personnel, c'est pas un tabou. C'est pas parce qu'on est malade qu'on va voir un psy. Et quand bien même, il y a des gens aujourd'hui qui sont malades. On a vu Nicolas Domoran qui osait parler de sa santé mentale. Donc, je pense que les choses, elles évoluent et j'espère dans le bon sens, pour tout le monde. C'est un bel exemple, en tout cas. À quel point on peut s'exposer quand on est dirigeant, comme tu es en train de le faire ? À quel point c'est dangereux et quelles sont les opportunités dans cette exposition-là, notamment sur les réseaux sociaux et dans les podcasts comme celui qu'on est en train d'enregistrer ? C'est plus, pour moi, je vois plus le côté positif que le côté dangereux. Le côté dangereux, si je commence là-dessus, parce que c'est moins intéressant, c'est que ça peut générer des critiques, ça peut générer de la jalousie. Quand on s'expose, on s'attire forcément j'allais dire des détracteurs. Pas des haters, parce que je ne suis pas exposée comme une influenceuse pour avoir des haters, mais
des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait de ce que je dis, avec le fait qu'ils trouvent que je m'expose trop, que je me livre trop. Oui. Et que finalement, on est, par exemple, sur LinkedIn, on est sur un réseau professionnel et qu'il faut que je m'expose sur la performance d'Adobe et pas forcément sur moi en tant que leader. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un nombre de followers ship, je parle même pas, qui est important parce que, et les messages que je reçois, c'est que les gens aiment parce que ça leur donne un modèle, ça leur donne des idées. Et puis après, sur le fait de s'exposer même sans les réseaux sociaux, j'ai rarement eu des gens auprès de qui je me suis exposée qui m'ont mis ensuite des couteaux dans le dos. J'ai pu être déçue par certaines personnes à qui... Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance naturellement. Donc, je donne ma confiance et en général, à 95%, cette confiance, elle m'est renvoyée. Donc, en fait, ça fonctionne. Effectivement, il y a potentiellement 5% du temps où je donne ma confiance à la personne, je vais m'exposer, je vais me livrer et la personne va utiliser mes propos pour aller... effectivement me détruire ou en tout cas essayer de me détruire. Mais tout le travail que j'ai fait sur moi fait qu'aujourd'hui, la vie des gens, c'est la vie des gens. C'est-à-dire que dans le sens, la vie, L''VIS, c'est la vie des gens, c'est pas la mienne. En fait, il y a beaucoup de dirigeants, parfois plus âgés, qui ont du mal avec la notion de personal branding. D'ailleurs, moi, je préfère le professional branding parce que personal branding, personne n'a envie de connaître vos secrets, mais plutôt quelle est votre expertise, quel est votre rapport au monde et comment est-ce que vous portez un message. Ça, c'est le professional branding. Et c'est pas forcément compris par tous les dirigeants. Alors que, par exemple, tu vois, un post LinkedIn fait par une personne physique comme toi va avoir 8 fois plus d'impact qu'un post fait par une personne morale comme Adobe. Et donc, la réflexion en ce moment, c'est de se dire à quel point c'est important pour un dirigeant d'incarner son entreprise. C'est quoi ton avis là-dessus ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, toutes les agences de communication qui sont des expertes dans ces sujets demandent aux dirigeants des entreprises d'être vraiment des représentants, des avocats de la marque. Et c'est de plus en plus courant. Après, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et c'est OK pour eux. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, j'aime bien, ça me donne de l'énergie. En plus, j'ai des retours positifs des personnes qui trouvent ça inspirant et qui me sollicitent pour justement le faire dans des cadres professionnels. Les gens, quand ils me sollicitent, c'est pas pour aller le faire pour parler de leur vie perso, hein, c'est pour aller c'est intervenir. Là, j'interviens chez Air France au mois de mai, j'interviens chez Colas auprès donc, sur un métier qui construit des routes au mois de juin. Je suis intervenue chez LVMH, je suis intervenue chez L'Oréal, je suis intervenue chez Accor. C'est des conférences que tu fais ? En fait, souvent, c'est autour de... C'est des conférences, c'est-à-dire qu'ils font souvent des séminaires internes avec leurs top dirigeants et ils me font intervenir sur mon style de leadership et puis sur aussi ma capacité à avoir pris les vagues technologiques qui sont arrivées. Parce que souvent, ces entreprises, elles ont un enjeu digital. Comment, justement, en permanence, on évolue dans la digitalisation des métiers. Et en fait, moi, ce qui est représentatif de mon parcours, c'est on va dire la double compétence, si je devais le dire comme ça, c'est l'évolution de mon leadership. Et le deuxième, c'est l'évolution de mes compétences technologiques, puisque ce que j'ai appris il y a 20 ans dans la tech n'existe plus. Et là, tout à l'heure, je parlais de l'explication d'Adobe. J'ai dû me former à l'IA générative il y a 2 ans, parce que ça arrivait, donc j'y connaissais absolument rien. Et aujourd'hui, je dois me former à la notion d'agent. Donc, parce qu'on parle de l'année agentique. C'est pas argentique au début, je me suis dit, ça y est, c'est le retour des photos papier. Ça revient. Mais non. L'argentique. Oui, ça revient. Mais non, là, c'est l'agentique sans le R. Donc, c'est souvent ça, les deux aspects de ma personnalité que les dirigeants ont envie d'entendre et qu'ils ont envie de me voir transmettre, sachant qu'à chaque fois, au cœur de tout ça, il y a l'humain. Et à quel point tes valeurs perso peuvent se lier aux valeurs d'Adobe, que je rappelle, authenticité, dépassement, mental entrepreneuriat et créativité. Comment est-ce que tu arrives à porter ces valeurs d'Adobe en les mêlant aux tiennes et en faisant un cocktail magique qui prend dans les médias ? Alors, déjà, un truc hyper intéressant, je trouve, chez Adobe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des grandes vagues, la DRH d'Adobe a revu
les valeurs, pour vérifier que les valeurs étaient adaptées au marché, à la nouvelle génération qui arrive, et que ces valeurs allaient pouvoir porter les collaborateurs d'Adobe sur la vague d'après. Parce que malheureusement, quand on est dans la tech et qu'on veut survivre, on ne veut pas faire des coups, on veut être là sur la durée, il faut en permanence vérifier que les collaborateurs sont adaptables, qu'ils sont engagés, qu'ils ont la curiosité pour apprendre des nouvelles choses. Et donc, vérifier que les valeurs qu'on porte sont celles qui sont attendues par ceux qui vont apporter demain la nouvelle technologie. La partie authenticité, je pense que si je devais décrire mon leadership, et ce que j'entends, c'est même pas moi qui le dis, c'est que j'ai un leadership qui est authentique. Donc en fait, la notion d'authenticité aujourd'hui chez Adobe, elle résonne complètement avec qui je suis. La notion d'entrepreneurship, même si je suis salarié, et je ne suis pas un entrepreneur, contrairement à toi, j'ai un état d'esprit. Je parlais de promoteur tout à l'heure. Je suis naturellement quelqu'un qui suis entrepreneur. Les choses de la vie ont fait que jusqu'à maintenant, je n'ai pas créé ma boîte, mais j'ai tout à fait le profil pour être quelqu'un qui a envie de créer, tu vois, sa propre entreprise. Donc ce côté entrepreneur, ça fait partie aussi de mon ADN. Le côté créatif, créer le futur, finalement, c'est la même chose. Et j'allais dire, je pense que cette entreprise, quand je l'ai rencontrée, je la connaissais pas beaucoup plus que toi, quand j'ai postulé sur le job, un peu plus parce que je venais d'une boîte qui avait une partie de son offre qui était concurrente. Mais je me suis dit, c'est incroyable, la boîte, elle est faite pour moi, en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que la mayonnaise a pris entre, tu parlais de mon professional branding, mon rôle, le rôle que me demandait Adobe d'avoir en tant que, ils appellent ça le face of the brand, donc le porte-parole en fait de la marque en France. Et ça a fait en fait, je pense que cette notion de cette notoriété qui est arrivée autour de mon profil m'a un peu dépassée. Je sais pas trop expliquer en fait. À un moment, j'ai senti le truc qui m'a un peu dépassée, où j'ai commencé à être appelée par plein d'entreprises pour me dire tiens, on voudrait que tu interviennes pour nous. Et en fait, c'est assez sympa parce que d'abord, ça me fait partager, ça me fait réfléchir sur mon parcours. Et puis, ça a aussi un intérêt business parce qu'au final, ça me permet de rencontrer des personnes que je connaissais pas forcément avant. Par exemple, Air France, ce sera l'occasion pour moi d'adresser des personnes que j'avais jamais adressées. Moi, je pense avoir une intuition sur le fait sur ces invitations qui arrivent là. Je pense que tu es une sorcière moderne, Sophie. Je pense que tu as quelque chose de mystérieux et en même temps d'accessible. Et ouais, je pense que moi, j'imagine bien. Je suis entrepreneur, tu vois, j'ai jamais trop aimé les chefs et tout, mais j'ai vraiment, tu vois, plaisir à travailler avec toi et à servir ta parole parce que je sais que tu es au service d'une cause qui te dépasse. Et je trouve que ça, c'est fort. Tu vois, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, moi, mes messages profonds, c'est que je veux prendre soin du monde et de ma communauté. Bah oui. Tu m'as dit que tu avais un sujet d'égalité des chances qui te tenait à cœur, notamment avec le fait que tu aies grandi à Nîmes et que monter à Paris, c'est un autre monde, etc. Tout ça, ça m'a vachement touché. Donc ouais, je pense que tu as fait ce travail d'introspection sur ton identité oratoire, de quelles sont tes valeurs, quels sont tes messages, quelles sont tes missions profondes. Et donc, du coup, à chaque fois que tu dois prendre la parole, en fait, tu réponds pas juste à la question. Il y a un message derrière qui est beaucoup plus fort que la simple réponse à la question. Et du coup, ça m'amène à un autre sujet qui est ton rapport à la prise de parole. Tu dois faire des conférences, tu viens dans des podcasts, etc. Comment ça se passe ? Est-ce que, déjà, première question, est-ce qu'il y a toujours de l'appréhension quand on prend la parole, malgré le fait qu'on soit la directrice générale d'Adobe ? Il y a toujours de l'appréhension tant qu'on connaît pas, parce que d'abord, on ne connaît pas forcément tout l'auditoire qui va être en face de nous. Donc, on n'a pas forcément que des personnes qui vont être bienveillantes dans l'accueil, qui vont me regarder, qui vont me sourire quand je vais démarrer. Il y a de l'appréhension parce que je ne suis pas en maîtrise de tous les sujets. Donc, j'ai quand même souvent mes petites notes pour me rappeler certains messages que je ne dois pas oublier. Aujourd'hui, si je dois parler sur l'agentique, j'ai besoin d'avoir mes petites notes encore parce que je ne suis pas complètement en contrôle. Après, j'ai pas mal travaillé. Donc, je vois ce matin, j'avais une intervention et on m'avait écrit mon pitch. Puis la personne avant moi, elle lisait son pitch et je me suis dit, non, en fait, je vais d'abord connecter avec mon auditoire. Donc, je suis arrivée, je les ai regardés, j'ai vu qui je connaissais pas.
Et puis j'ai parlé d'eux d'abord. Et puis en fait, ce qu'elle m'avait écrit, je l'avais déjà retenu. Donc j'avais même pas besoin de lire pour vérifier ce que j'avais dit. Et en fait, le plus important, c'est la connexion avec mon public. C'est pas forcément ce que je vais dire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand on en a parlé ensemble. Et aujourd'hui, j'ai de moins en moins d'appréhension. J'ai encore beaucoup d'appréhension quand je dois le faire en anglais parce que c'est moins naturel pour moi. Après, j'ai beaucoup appris là-dessus. C'est-à-dire que il faut bien entendu que j'ai préparé, mais plus je vais être naturelle et plus je vais capter mon auditoire et plus on va me préparer quelque chose qu'il faut dire parce que des fois, je représente une marque, donc des fois, je dois délivrer des messages qui sont un peu obligatoires. Plus c'est compliqué pour moi et plus ça me demande de la préparation. Mais en même temps, je sais qu'aujourd'hui, même si sur la prochaine étape, parce que je vais encore avoir des prochaines auditions comme ça, je vais essayer vraiment de ne pas m'appuyer sur des fiches et de rester sur ce que je sais. Tu sais, les grands avocats qui défendent des braqueurs, des assassins, des violeurs, etc., ils écrivent dans leurs livres, que j'ai tous dévorés quand je voulais devenir pénaliste, qu'il faut aller chercher en soi un point de résonance avec l'histoire de celui que tu défends. Et donc ça m'amène sur ces messages-là qu'on vient de chercher, qu'on essaie de t'imposer. Je sais que tu y crois en plus parce que tu défends Adobe vraiment avec sincérité. Comment est-ce que tu vas chercher dans tes valeurs? Je me souviens on avait travaillé à l'époque, tu m'avais dit générosité, authenticité, exigence, engagement et optimisme. Comment tu vas chercher dans ces valeurs une manière de soutenir tes messages plus corporate? Comment tu arrives à les mêler pour que ça fasse, pour connecter vraiment avec ton auditoire? C'est là où c'est pas évident parce que j'ai le souvenir d'un événement qu'on avait préparé ensemble où j'avais essayé d'associer justement ces valeurs et de vraiment porter le message d'Adobe. Et il y avait des puristes Adobe qui avaient trouvé que j'avais déformé le message. Donc en fait, c'est pas forcément évident de le faire systématiquement. Mais je pense que la première chose, c'est sourire dans la notion de donc capter le regard de l'autre, être en connexion avec lui. Ça, c'est quel que soit le message, ça reste. Être dans l'empathie, dans l'optimisme, dans le sens, des fois, quand on adresse par exemple le sujet sur l'IA, il y a quand même 50% des gens qui sont terrorisés par ce que l'IA peut apporter ou pas demain. Donc de toujours essayer d'apporter ma vision positive de l'évolution de la technologie. Ça, c'est des choses que je fais. Après, la générosité aussi, parce que je donne vraiment de ma personne. Alors oui, je suis pas une chanteuse, je finis pas transpirante après une intervention, mais au sens donner de mon cœur, en fait. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de le faire. Après, encore une fois, c'est pas parfait. C'est-à-dire que c'est encore des choses sur lesquelles je dois travailler parce que le message d'une entreprise, c'est un message qui est pur, c'est-à-dire que souvent, il est imposé. Et donc, le fait d'apporter ma touche personnelle, ça va toucher potentiellement l'auditoire, mais ça peut ne pas plaire à d'autres personnes. C'est un exercice, c'est un fil, c'est un équilibre. C'est quoi j'ai juste envie de faire une petite parenthèse sur l'entreprise dans la cité. Je me souviens que, hors travaux ensemble, on avait discuté de quelle est la place de l'entreprise dans le vivre ensemble. Et je sais qu'Adobe s'engage, ils ont des projets solidaires. À ton sens, c'est quoi le rôle d'une entreprise? Est-ce que c'est juste de faire du profit ou est-ce que la définition de l'entreprise est un peu en train de s'ouvrir? Et finalement, qu'est-ce que tu as envie de faire avec Adobe, notamment en France? Tu sais, au début, j'ai parlé de ma rédaction, je voudrais être président de la République, mais parce qu'à l'époque, la politique était... Alors, d'abord, elle était omniprésente dans ma vie, parce que mon père faisait de la politique locale, mais à l'époque, le poids des politiques dans la cité était énorme. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça a complètement changé, et que le poids des CEO peut être très important, et peut avoir un rôle très important à partir du moment où ils le font bien. Et donc moi, je crois à fond dans le fait que les entreprises aujourd'hui peuvent avoir un rôle social et sociétal. On
parlait d'IA, le fait que je prenne la parole pour dire qu'il faut que tout le monde utilise l'IA pour que justement il y ait de moins en moins de fractures sociales, parce qu'il y a déjà une fracture sociale qui est énorme entre les gens qui vivent à Paris et les gens qui vivent en région. Je dis pas province pour pas montrer que je suis parisienne, justement, je suis pas encore une parisienne, mais c'est vrai que déjà il y a un gap qui est énorme, mais en plus après il y a un gap qui est en train de s'accentuer encore plus avec les technologies. C'est entre ceux qui savent les utiliser et ceux qui ne savent pas les utiliser. Et c'est accéléré avec l'IA générative, où on voit bien que quand on manie très bien l'IA générative, on gagne un temps incroyable. Moi, je suis une grande utilisatrice et je gagne un temps incroyable tous les jours grâce à ces outils-là. Et c'est dommage que tout le monde ne le fasse pas. Là, dans 15 jours, je vais aller dans un lycée à Nîmes pour aller parler à des jeunes d'un collège, d'une ZEP, de l'importance de l'usage, de savoir bien l'utiliser et pas n'importe comment, les outils d'IA générative, parce qu'en fait, ça va leur changer la vie. S'ils gardent leur cœur ouvert, s'ils sont justement un peu promoteurs, qui sont actifs et qui sont ces outils-là pour les aider à moins faire de fautes, à mieux s'exprimer, etc., bah, finalement, je pense que c'est gagné. Et ça, c'est ça pour moi le rôle des entreprises, plus que des politiques aujourd'hui, qui sont finalement pas du tout écoutés, encore moins par les nouvelles générations. Et donc, si je peux avoir ce rôle-là, bah, finalement, j'aurai plus d'impact qu'un président de la République, tu vois. C'est ça, la confiance dans les personnes morales recule, la confiance dans les personnalités politiques recule. Par contre, la confiance dans les personnes physiques qui dirigent des entreprises reconnues et qui rendent des services importants à la communauté, leur voix est de plus en plus entendue. Et donc moi, je trouve ça chouette que les dirigeants s'engagent, qu'ils s'exposent. Je pense que ça comporte quand même un risque. On a peur de raconter n'importe quoi, on a peur d'être mauvais à l'oral, etc. Mais votre parole est précieuse et encore une fois, je te remercie d'être là parce que ton message est important pour les auditeurs de ce podcast. Juste sur l'IA, on va me disputer si je te parle pas quand même de l'empreinte carbone de l'IA. Quelle est ta réponse sur la pollution que génère l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde ? Je pense que c'est un vrai sujet parce que j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont jeunes et très impliqués et très engagés dans justement la pollution au sens numérique. Et effectivement, moi, j'avais même pas conscience au départ qu'à chaque fois que je faisais une requête sur ChatGPT, c'était très consommateur en énergie. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord de le dire et que tout le monde soit bien conscient que faire une requête sur un moteur d'IA génératif va plus consommer d'énergie que de faire une requête sur Google ou sur Safari. Après, c'est un fait, aujourd'hui, la tech pollue plus que... Alors, moins que le plastique, moins que d'autres technologies polluantes, mais on n'a pas trouvé le moyen de le faire. Donc, est-ce que c'est je me dis que c'est une question de régulation. J'ai envie de dire ça. Je dis, comme toujours, quand on a un nouvel outil dans les mains, au départ, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et puis après, on prend conscience de l'impact écologique. On prend conscience qu'on n'a pas forcément besoin d'aller demander à ChatGPT de nous traduire un truc et que sur DeepL, c'est finalement aussi bien et que c'est moins consommateur. Et donc, comme on a une conscience sociale et énergétique, on va faire des efforts. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Je pense que personne n'a encore trouvé le moyen c'est quand même une technologie qui demande énormément de CPU, Qu'est-ce que c'est ? de serveurs, de puissance informatique. C'est une technologie qui demande beaucoup de mémoire, qui demande beaucoup de stockage pour pouvoir stocker toutes les données qui sont prises à chaque fois pour être analysées. Et donc tout ça, c'est loin d'être écologique. Il y a un vrai sujet financier. On voit bien qu'aujourd'hui, ChatGPT, il s'en sort pas tant que ça parce qu'il y a un tel usage finalement de ces solutions que pour la solution gratuite, ça leur coûte très cher en ressources informatiques. Donc, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut vraiment le dire, que c'est pas neutre, que c'est un super outil qui peut nous faire progresser, mais qu'il y a tout un travail de voir comment est-ce que ces solutions vont générer moins de ressources informatiques dans les prochaines années, parce que je pense que l'IA va pas s'arrêter. Puis c'est le sens de l'histoire, en fait. La technologie libère petit à petit l'homme du travail, et notamment des travaux à faible valeur ajoutée. Donc, potentiellement, on n'a pas le choix. Juste, effectivement, le dire que ça pollue, réguler et avoir un rapport sain à ces technologies. Oui, c'est ça.
Sophie, juste avant de terminer, j'aimerais avoir tes 3 meilleurs conseils de leadership pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prendre soin des gens autour d'eux et avoir une société qui performe grâce au management du chef, des chefs? Alors, le premier, c'est bien connaître son équipe. Et une fois qu'on connaît bien son équipe, le deuxième, c'est le manager sur ses points forts. Et le troisième, c'est de mettre de la diversité dans son équipe pour avoir une équipe la plus diverse possible pour vraiment générer de l'intelligence collective. Donc, connaître très bien ses équipes pour être ensuite en capacité de les manager par ses points forts, parce qu'on sait que là où on progresse, c'est à 70%, je crois que Nadal, c'est à 80%, il travaillait de son tennis sur ses points forts. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit la première fois que je t'ai rencontré. Et le troisième, c'est avoir une équipe la plus diverse possible. Donc, diverse pas que dans le genre, pas que dans la couleur, mais aussi dans le caractère, des introvertis, des extravertis, pour vraiment développer l'intelligence collective de son équipe. La première fois que tu m'as rencontré, tu m'as dit une phrase qui m'a marqué, c'est « La vie n'est qu'opportunité et confiance ». Tu m'as probablement parlé de Nadal, mais tu m'as aussi donné cette phrase-là. Comment tu l'entends? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ma vie, si je devais raconter mon histoire un peu différemment de celle que j'ai racontée au début, c'est que des rencontres. J'ai jamais dit qu'un jour je serais DG, en fait. C'est-à-dire que cette rédaction, elle m'est venue un moment en me disant, tiens, c'est quand même un trait de ma personnalité et qui m'a fait accepter le fait d'être ambitieuse. Mais sinon, ma vie, ça a été des rencontres qui ont fait que ça a généré des opportunités et que j'ai eu confiance en la vie en me disant, et même dans les moments où je me suis plantée, parce que j'ai aussi pris des chemins qui n'étaient pas les bons, et ben en fait, c'est grâce à ces chemins qui n'étaient pas les bons que j'ai eu le chemin d'après. Donc en fait, je suis quelqu'un qui ait confiance en la vie, plus que confiance en moi. Je donne souvent l'impression que j'ai hyper confiance en moi, mais je pense que j'ai beaucoup plus confiance en la vie qu'en moi-même. Et le fait, comme j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en les opportunités, dans les opportunités qui me sont présentées. T'es pas très contrôle freak, toi, t'as un truc de lâcher prise et de spiritualité qui t'accompagne au quotidien? J'ai les deux, c'est toujours pareil. J'ai quand même un côté en moi de contrôle fric, parce que je suis un leader, quoi. J'aime décider. Donc comme j'aime décider, j'aime, je sais pas, j'aime plus décider que contrôler, mais j'aime bien choisir. C'est quelqu'un qui dit toujours de moi, Sophie, elle est super sympa, sauf quand on lui dit non. Sophie, c'est quoi tes 3 meilleurs conseils pour un dirigeant qui se lance dans des conférences, dans des podcasts et qui débute la prise de parole en public? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais ce que tu m'as appris. Je lui dirais d'abord effectivement de prendre le temps de connecter avec son audience, de capter les regards bienveillants qui vont être au premier rang, parce qu'il y en a toujours, et de s'appuyer sur eux, surtout les premières fois, pour avoir quelqu'un qui va soutenir, qui va hocher de la tête et qui va me donner confiance. Effectivement, le deuxième, ça va être de travailler, de le préparer, de ne pas arriver, surtout pas quand on n'a pas l'habitude, de ne pas arriver comme ça en mode freestyle, parce que ça ne va pas être bien, ni pour la confiance en lui, ni pour forcément l'impact que ça va avoir sur l'autre. Et puis le troisième, c'est le plus important, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a connecté avec son audience, qu'on sait ce qu'on va dire, qu'on a bien fait en 3 points son pitch, de lâcher et de se faire plaisir. T'es devenue une vraie championne. Les derniers mots de ce podcast sont pour mes invités. Je te propose une carte blanche. Je te propose de raconter absolument ce que tu veux, d'une conviction profonde, d'une intuition que tu as envie de partager avec les auditeurs de ce podcast. La parole est à toi, Sophie. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Tout à l'heure, tu as dit que j'étais une sorcière moderne. Et c'est vrai que j'ai des petits rituels, comme par exemple suivre les cycles lunaires. Parce que je trouve que... en fait, j'ai commencé à faire ça parce que je me suis rendu compte que je dormais pas pareil quand il y avait la pleine lune. Et donc, j'ai un peu tiré le fil. Et je me suis rendu compte que ces cycles lunaires avaient impacté pas mal des moments de ma vie et me faisaient traverser les bons moments comme les moments difficiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, de savoir, tiens, c'est la nouvelle lune, on va regarder ce que cette nouvelle lune apporte comme énergie.
Et puis le deuxième, c'est aussi des cycles de 7 ans que j'ai découvert en me disant que finalement, quand je regardais ce que j'avais vécu tous les 7 ans, en particulier cette année, ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai vécu il y a 7 ans, en 2018, ce que j'ai vécu en 2011. Par exemple, l'année où j'ai fait mon année de coaching, c'était une année importante. 2004, l'année où mon premier enfant est né. Je me rends compte que ces cycles de 7 ans, ils sont très importants. Il ne faut pas avoir peur de les appréhender. Il faut juste accepter que la vie est faite de cycles. Donc, soit de cycles lunaires, tous les 28 jours, soit de cycles de 7 ans, et qui nous font passer d'une étape à l'autre. Je suis pas bon au calcul, tu sais, moi je suis juriste, mais 2018 plus 7, ça fait 2025. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on te souhaite là pour 2025 ? Eh bien, d'avoir une très belle opportunité. Puisqu'en fait, aujourd'hui, je suis dans la phase où je me prépare. Je me prépare psychologiquement et aussi je travaille. Je prends 2 heures de cours par semaine en ce moment d'anglais pour complètement enlever ma phobie de prendre la parole en anglais. Pour la prochaine opportunité qui sera, je ne sais pas laquelle. Merci beaucoup Sophie pour cet échange. Avec plaisir. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire et pour nous donner vos suggestions pour les prochains invités. Si l'éloquence est un défi que vous voulez relever, je vous invite à visiter notre page internet ethosentreprise.com, à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. Vous y trouverez des conseils réguliers par notre équipe d'experts. L'ensemble du cabinet Ethos et moi-même, nous tenons à votre disposition et vous encourageons vivement à relever le défi de l'oralité. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go Ethos!